bienvenue chez vous. Téléspectateurs, c'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information L'Essentiel. Un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. Un plaisir également de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nana Aïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV et bonsoir à tous les Sénégalais où qu'ils puissent se trouver. Très bien, alors ce soir nous parlons politique. Oui, ça sent toujours le pétrole. Ça sent toujours le pétrole. On a comme l'impression que les piscines un peu partout dans Dakar et environ seront remplies tout simplement de pétrole et on va prendre ensemble un bain noir. Moi je suis ravie de constater que tu es toujours blanc, que tu n'es pas noir. Oui, effectivement. Espérons et nous prions solennellement pour que dans ces pays-là, qu'on ait beaucoup plus, en tout cas, d'hommes politiques qui peuvent lever les mains et dire regardez, elles sont toutes blanches. Malheureusement, depuis les indépendances, on a l'impression de constater le contraire, mais il nous faut impérativement une voix de valeur incarnée par des hommes de valeur. En tout cas, alors je rappelle que ce soir nous sommes avec le docteur Ibn Taymiyya Sylla, la prononciation est bonne j'espère, président du parti dissous. Vous êtes de New York, basé à Dakar? Non, je suis du Texas actuellement, de Dallas, Texas, mais je suis souvent à Dakar. Alors Texas, cela veut dire qu'aujourd'hui, sur le plateau de l'essentiel, nous avons un vrai cowboy. C'est-à-dire que, en fait, moi je suis Kit Carson et vous, je vous laisse le soin d'être Tex Willer. Oui, absolument, je suis d'accord. Alors, ça c'est Madame Croquette, elle doit être Madame David Croquette alors. Alors, Texas. Alors, nous avons noté actuellement un rebondissement dans l'affaire dite scandale à 10 milliards de dollars. Alors, invité sur TV5 Monde et appelé à se prononcer sur ce scandale pétrolier au Sénégal, El Hadj Hamidou Kassé a confirmé les révélations de la chaîne BBC sur le versement de 250 000 dollars. 46 millions de francs CFA. 146 millions de francs CFA. Il soutient que cette somme a été virée dans une société de Aliou Sall, Agritrans, pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. Alors, comment analysez-vous cette sortie, docteur? Comment j'analyse cette information? Je pense que j'analyse l'information sous la même lumière que j'ai analysé les informations précédentes. C'est-à-dire que pour moi, la BBC c'est une organisation quand même assez sérieuse. Et que si la BBC fait des révélations de ce genre, je pense qu'elle est dans son rôle de journaliste d'investigation. Et que Aliou Sall aussi a le droit et aussi le devoir quand même de réagir et puis de démentir ou d'amener des preuves pour ces allégations. Et je pense que c'est tout à fait normal que la BBC quand même fasse des révélations et que Aliou Sall quand même réponde. Mais ce que je veux dire au-delà de tout ça, c'est que si ces allégations s'avèrent vraiment réelles, nous avons un sérieux problème. Et c'est un problème que je pense que le leadership politique doit s'arrêter un moment et puis réfléchir à comment vraiment digérer ce scandale. Parce qu'au-delà même de la politique pétrolière du Sénégal, je pense qu'il y a aussi toute la politique minière du Sénégal depuis l'indépendance qui pose problème maintenant. Et puis que cette opacité a toujours prévalu depuis Senghor jusqu'à Macky Sall. Je pense que le fait que Kassé quand même revienne aujourd'hui sur TV5 pour dire que vraiment, oui, c'est vrai, il y a un versement qui a été effectué, je pense que renforce la BBC dans ses allégations et que la justice sénégalaise, américaine et britannique a le droit maintenant de défier les citoyens sénégalais parce que nous sommes les victimes de cette chose. Bon, que ça soit vrai ou non, nous sommes les victimes de la chose. Renforce la BBC, mais un peu mal à l'aise Aliou Sall qui a soutenu n'avoir reçu aucun versement venant de BP. Vous savez, Aliou Sall peut dire qu'elle n'a rien reçu. Mais si la BBC amène des preuves et qu'aujourd'hui,
une personne quand même proche d'Aliou Sall, ou au moins proche du président, quand même confirme cela. Je pense que Aliou Sall quand même est un peu pris dans un coin où je pense qu'il doit venir et clarifier les choses pour les Sénégalais. Mais au-delà de ça, je pense que il faut le dire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'Aliou Sall aujourd'hui doit démissionner. Doit démissionner parce que pour mettre à l'aise non seulement son frère, mais aussi la justice. Parce que vous ne pouvez pas ne pas occuper, vous ne pouvez pas occuper une position aussi stratégique et avoir un scandale aussi sérieux qui plane au-dessus de vous et ne pas vouloir vraiment démissionner. Je pense que non, il faut qu'il mette à l'aise la justice et aussi son frère. S'il ne veut pas démissionner, son grand frère, président de la République, qui a ses prérogatives, parce que c'est lui-même qui l'a nommé à ce poste-là, peut prendre la décision sur lui de le démettre, tout simplement. Absolument, absolument. Mais s'il ne prend pas cette décision, je pense qu'il va assumer. Bon, ça, je n'irai pas jusqu'à dire que le président doit le démettre, mais je pense que Aliou Sall, quand même, doit démissionner de lui-même et mettre à l'aise son frère. Et aussi aider à éclaircir cette situation. En démissionnant, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais au moins, il prend du retrait et puis arrive à vraiment à clarifier les choses, et puis il pourra venir à tout moment si quand même il se trouve que ces allégations ne sont pas vraies. Alors, vous avez suivi tout à l'heure la sortie d'Ousmane Sonko, député à l'Assemblée nationale et président du parti Pastef, qui a eu à dire aujourd'hui, il a redit, j'allais dire, qu'il a été entendu par les enquêteurs du FBI au niveau des locaux de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Est-ce que cela voudrait dire que si le Sénégal véritablement traîne des pieds, la justice américaine et britannique pourrait lui ravir la vedette dans cette affaire? Je pense que quel que soit Alpha, la justice américaine va rentrer en action pour essayer de clarifier cette chose. Non pas parce qu'ils pensent qu'Aliou Sall est coupable, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a des intérêts américains qui sont en jeu aussi, et qu'il y a quand même des instruments juridiques qui ont été mis en place aux États-Unis depuis un certain temps pour ce genre de situation. Et je pense que ces instruments juridiques seront activés par le gouvernement américain. Ça ne surprend pas que le FBI quand même puisse entendre Ousmane Sonko à ce sujet. Mais vous pensez que par rapport, si nous en revenons à El Hadj Hamidou Kassé, vous pensez qu'il devrait être entendu par la DIC? Absolument. Absolument, parce que je pense qu'aujourd'hui, toute personne capable de clarifier la situation doit être entendue par la justice. Parce que c'est une situation qui est là, mais écoutez, vous parlez de l'avenir de tout un peuple. Vous parlez de l'avenir des millions de jeunes présents aujourd'hui et dans le futur. Vous parlez de l'émergence d'un pays. Bon, qui est un peu, bon, je ne dis pas c'est compromis, mais quand même, nous sommes victimes de ça. Donc je pense que c'est assez sérieux. Je pense que c'est s'il s'avère que ces allégations sont réelles, je pense que c'est l'un des scandales le plus sérieux scandale depuis notre indépendance. Je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas être entendu par les enquêteurs. Alors vous êtes basé aux États-Unis, vous connaissez bien ces pays-là, mais c'est un pays qui ne patine pas avec des histoires de corruption quand même. Absolument. Bon, je ne dis pas qu'aux États-Unis il n'y a pas de corruption. Effectivement, mais elle est partout. Voilà, elle est partout. Mais quand même, ils ont des instruments juridiques quand même assez clairs qui ont été mis en place, et qu'une fois que quelque chose quand même est annoncé dans ce domaine, ces instruments sont mis en action pour clarifier la chose. Et il peut vivre la même situation que vécue par Gadio, qui a été arrêté également pour corruption présumée. Sinon plus. Oui, sinon plus. Ouais, parce que quand vous regardez le cas de Gadio, c'est l'un des motifs et que l'argent a transité par le système bancaire au niveau du système bancaire américain. Mais dans ce cas-là, il y a quand même, c'est beaucoup plus. Je pense que là, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et je ne vois pas en quoi les actions seront moindres que les actions qui ont été prises dans le cas du ministre Gadio.
Très bien. Alors vous êtes chef de parti, mais ça serait bien quand même d'analyser toutes ces sorties du gouvernement, parce que à chaque fois qu'il y a une sortie concernant côté gouvernement, il y a quelque chose, on dirait que c'est une communication qui tient pas la route en quelque sorte. Écoutez, je pense que il y a une situation qui est là et que le président Macky Sall, quand même, depuis son premier mandat, je pense qu'il n'a jamais su mettre en place quand même une communication assez efficace. Je pense que vous n'allez pas être en désaccord avec moi sur ce plan. Parce qu'il y a beaucoup de choses, ou de scandales, ou de mini-scandales, je dirais, qui sont passés dans le passé, et que le gouvernement n'a pas pu vraiment adresser la chose comme il le fallait. Et je pense que c'est la même chose ici. Parce qu'il y a eu des erreurs de communication tout au début de la chose. Et que ça, je pense que je blâme vraiment l'équipe de conseillers en communication qui est autour du président. Et je pense que si le président devrait continuer avec ce genre de communication, vraiment, là, bonne chance. Parce que je ne vois pas vraiment où cette équipe de communication pourrait le mener. Cette équipe de communication n'est-elle pas devenue une équipe beaucoup plus politicienne que communicante? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je ne vois pas vraiment, cette équipe n'a pas été du tout performante. Bon, si vraiment il est satisfait de son équipe, bon là, ça n'engage que lui. Mais moi, de par mon travail de directeur de marketing, bon, qui est à propos de la communication, je vois que vraiment c'est laborieux. Ah ouais. Sinon pire, ouais. On voit qu'ils sont prêts un peu à tout pour sauver Aliou Sall. Ils sont prêts à communiquer, mais je pense que ce qu'il y a ici, c'est qu'il n'y a pas une stratégie de défense ou une stratégie d'adresser la chose qui a été mise en place ou qui a été vraiment réfléchie. Tout est fait par tâtonnement. Et il n'y a pas une coordination assez efficace de l'action de communication pour adresser ce scandale. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Peut-être que les choses, le scandale n'est pas si pire que ça, mais peut-être que c'est plus pire que ça et qu'on le voir, c'est pire que ça, on va le voir dans le futur. Mais ce que je pourrais dire, c'est que quand même, ils auraient pu mieux gérer cette communication. Très bien. Alors, Abdoulaye, est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte des règlements de compte par rapport à tout ce qu'on voit? Il y a eu cette sortie de Hamidou Kassé, mais il y a aussi eu cette sortie de Yakham Baye. Écoutez, après avoir posé des questions, je réponds à des questions, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais quand on regarde un tout petit peu cette forme de communication mise en branle par la coalition présidentielle d'une part et les membres du gouvernement d'autre part, mais également des alliés qui sont un tout petit peu à la périphérie dans la gestion des affaires de l'État, l'on se rend compte qu'en réalité, ce soutien en termes de sortie communicationnelle est pratiquement fait à l'aveuglette. Parce que on se dit que si par extraordinaire on parlait d'une autre personnalité politique qui ne s'appelle pas Aliou Sall et qui ne se trouve pas être le petit frère du président de la République, il est clair et certain qu'il n'y aurait pas, je pense, cet ensemble en tout cas de soutien qui voudrait qu'il y ait un bouclier autour de la personne d'Aliou Sall. Donc si on regarde bien, Yakham aujourd'hui, directeur général du Soleil, qui a été au palais, qui a été secrétaire d'État de la communication, qui s'en prend à El Hadj Amadou Kassé, qui est ministre chargé de la communication du palais de la République, donc chargé de communication de la première institution de ce pays-là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais je ne pense pas qu'il y ait un règlement de compte. En réalité, à force de ne pas dire la vérité, forcément, on commettra des erreurs où l'on pourra déceler la vérité. C'est cela en réalité. Vous pensez qu'ils ne sont pas en train de dire la vérité? Non, je veux dire... Qu'ils sont en train de défendre l'indéfendable. Effectivement, on défend l'indéfendable quelque part. Parce que Hamidou Kassé n'est pas n'importe qui. S'il tient
à dire une chose et qu'il soit interpellé et qu'il dise ce n'est pas une position, c'est de l'information, alors c'est une information à exploiter et à prendre avec rigueur et avec vigueur. C'est une information qui provient de la bouche de celui qui est considéré comme la bouche du palais, la langue du palais. Donc c'est une information à ne pas prendre avec des pincettes, mais plutôt l'exploiter par rapport à sa formulation. C'est de l'information, encore une fois, et ma foi, je me dis qu'il n'y a pas de règlement de compte. À force de vouloir défendre l'indéfendable, à force de vouloir cacher la vérité, forcément il y aura une vérité qui va jaillir demain. Alors c'est une sortie jugée grave par certaines personnes. Est-ce que vous pensez que c'est justement peut-être pour ça qu'on commet énormément d'erreurs de communication, parce qu'on essaie justement de défendre l'indéfendable? Ouais, vous savez, tout cela rentre dans ce même truc de l'absence de stratégie de communication. Parce que je pense que une bonne équipe de communication, quand même, doit toujours avoir une stratégie quand même pour des cas d'urgence. Et parce que c'est ce qu'on appelle des standard procedures. C'est-à-dire que ce sont des procédures standards qu'on a ici, qu'on a en place, et que dès qu'il y a un cas quand même qui se montre, on devrait une communication de crise en quelque sorte. En quelque sorte. Et je pense que dans ce cas-là, c'est pas tant. Bon, l'autre chose aussi, c'est que ils n'ont pas beaucoup réfléchi, ils ont été pris de court, et que quand même ils n'ont pas pu vraiment eu le temps de réfléchir sur la chose, mais avec ça, ils n'ont pas aussi été vraiment, ils ont manqué d'expérience ou d'expertise, je dirais, parce qu'il fallait quand même acheter du temps. C'est comme on dit en anglais, il devait to buy the time. C'est-à-dire il fallait quand même prendre le temps de réfléchir sur la chose, mais quand même avoir une stratégie qui allait retarder quand même la chose, mais ils ne l'ont pas fait. Et la plus grande erreur stratégique qu'ils ont fait de communication, c'est de faire sortir le président de la République le jour de la Korité pour parler de ça. Je pense que ça, c'est une erreur de communication dès le début. Et ce sont ces erreurs de communication qui sont encore là et qui se perpétuent. Qui a d'ailleurs tenu un discours un peu dur. Oui, bon, c'est ça. Je pense et pour ajouter à ce que vient de développer M. Sylla, il ne faut pas également omettre un fait qui est d'une importance capitale, parce que dans l'architecture institutionnelle aujourd'hui, celui qui était considéré comme un bouclier du président n'est plus là. La fusible a sauté, il s'agit du Premier ministre. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est comme une armée mexicaine en termes de communication qui est autour d'un président qui est obligé d'aller au charbon. Donc le modèle fast track aujourd'hui a montré quelque part des limites, surtout en termes de communication gouvernementale et en termes de communication institutionnelle, parce que dans un scandale pareil où c'est l'image du Sénégal qui est mise au devant de la scène sur le plan international, je crois bien qu'il fallait prendre assez de recul, prendre le temps nécessaire avant véritablement d'apporter des éclaircissements sur ces problématiques révélées par la BBC, d'une part, parce que d'autre part, depuis 2013-2014, au Sénégal, le débat était lancé en ce qui concerne l'affaire Petro-Tim. Il y a beaucoup de personnalités politiques et de la société civile qui ont déjà apporté des éléments dans l'affaire Petro-Tim. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a de la matière. On n'a pas besoin d'un appel à témoins, parce qu'aujourd'hui, on sait qui parle de cette affaire, on sait qui détient des dossiers, on sait qui détient des informations, et parmi ceux qui détiennent des informations, le chargé de communication du palais en fait partie depuis sa sortie sur TV5 Monde. Parce que je pense que c'est un grand aveu là, de dire que vraiment l'argent a été versé. Ça veut dire que, et venant du palais, je pense que quand même c'est... Maintenant, le procureur a quand même... Il a quand même assez de matière pour travailler. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Un chef d'État qui m'a beaucoup fasciné en termes de communication politique, ça a toujours été François Mitterrand. Et dans pareil cas, ce que François Mitterrand aurait fait ne serait pas de réagir automatiquement tel que l'a fait le président Macky. Il aurait laissé la situation, entre guillemets, pourrir, et jusqu'à ce qu'il sache exactement dans quel sens ou dans quelle direction vont les choses pour pouvoir maintenant agir d'une manière très efficace.
Et c'est l'erreur fondamentale de l'équipe de communication du Mais ce président. dont vous partez, est-ce que cette suppression du poste de Premier ministre est en quelque sorte la cause de toute cette cacophonie? Parce que Mbow l'a dit tout à l'heure, le Premier ministre servait quand même de bouclier entre le président de la République et le peuple sénégalais. Ça, c'est peut-être une partie, mais on ne peut pas dire que c'est la cause fondamentale. Parce que vous savez, moi j'ai été de ceux qui ont toujours prôné le fait d'enlever la primature dans l'architecture gouvernementale du Sénégal. Parce que pour moi, j'ai toujours pensé que le président devait avoir une emprise directe sur ses ministres afin de pouvoir savoir exactement ce que font les ministres, les dossiers que gèrent les ministres. Et que la primature était comme quelque chose, c'était un truc par proxy, quoi. Et j'ai toujours, je me rappelle en 2014, sur ma page Facebook, je disais la même chose, qu'il fallait enlever ça. Mais ici, le problème qui s'est posé, c'est qu'on l'a enlevé sans pour autant réfléchir encore sur la forme de l'action gouvernementale en cas d'absence du poste de Premier ministre. Et aux États-Unis, vous avez un secrétaire d'État. Un secrétaire d'État qui véritablement est quelque part la main gauche même du président de la République. Parce qu'aux États-Unis, vous avez quoi? Vous avez le président et puis vous avez ses secrétaires en général. Bon, le secrétaire of Defense, secrétaire, tout ça là. Mais ce qui veut dire, le président a une emprise directe sur l'action gouvernementale. Mais aussi, il y a quand même une organisation gouvernementale qui permet de mieux gérer la communication et de mieux gérer aussi les crises en cas où, comme des cas pareils, par exemple. Très bien. Alors, nous avons un nouveau invité. Vous allez bien? Un nouvel invité. On va vous laisser vous présenter. Monsieur Ibrahim Diop, sociologue, expert du secteur privé et analyste des questions internationales. Alors parlons des questions internationales. Vous allez peut-être nous aider à analyser cette sortie de El Hadj Hamidou Kassé. Analyser cette sortie du ministre El Hadj Hamidou Kassé n'est pas l'objet de mon intervention. Peut-être l'analyse de la communication de M. le Président de la République le jour de la Korité, oui. Parce que cette communication comporte un élément. Il parle de forces tapis dans l'ombre qui menaceraient notre pays. Et dans la position ou la formulation du problème, il y a un terme qui a été utilisé et qui est révélateur, la notion de bombe. L'idée, c'est comme qui dirait que nous sommes en situation de guerre. Mais quelles sont les parties en présence? Ces deux pays, devrais-je dire trois, c'est le Sénégal, c'est l'Angleterre, mais c'est aussi l'île Maurice. Voilà le problème. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 mai dernier sur initiative du Sénégal? Les Nations Unies ont voté à leur grande majorité la résolution qui postule clairement et vigoureusement la levée de l'occupation anglaise des îles de Diego Garcia. Sur l'archipel Diego Garcia, avec l'île de Diego Garcia qui constitue la base militaire, disons une des bases stratégiques de l'Angleterre au niveau des archipels des Chagos. Donc c'est de ce point de vue qu'on était en présence, en réalité, d'une représaille anglaise à travers la BBC à l'encontre du Sénégal. Voilà la position du problème. Alors à ce niveau, vous me permettrez de vous relancer. Quand vous parlez de représailles de l'Angleterre à travers la BBC, est-ce que cela voudrait dire que vous reconnaissez nullement l'existence de présumées transactions entre une entité basée en Angleterre, une entité basée au Sénégal? Est-ce que vous êtes d'avis que cela n'existe pas du tout et que c'est fabriqué de toutes pièces? Disons que
mon problème n'est pas l'analyse de ces faits-là. Et ces faits existent. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Je dis bien, ce sont des faits. J'ai dit, mon problème, ce n'est pas l'analyse de ces faits. Et je parle en termes de faits. Je n'ai pas dit l'analyse de ces informations. J'ai dit l'analyse de ces faits. Ça, ce sont des faits qui existent et qui sont irréfutables. Le reportage de BBC est un fait. Le reportage de BBC est un fait. D'accord. Mon problème, c'est la diffusion de l'information en ce moment. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre la base anglaise qui se trouverait dans des îles et le rapport entre l'Angleterre et le Sénégal dans l'affaire Petrotim, pétrole-gaz? Quel est le rapport? Mais c'est un paquet d'informations. Vous savez, dans la stratégie internationale, les attaques, les bombes, les armes ne sont plus des armes de plus matériel. Ce sont des armes en termes de communication. Ce sont des manipulations qui se déroulent. Les médias, en quelque sorte. Les médias. Et rappelons-nous qu'un même phénomène a été soulevé à l'île Maurice et qui a suscité la chute de la présidente mauricienne sur des transactions de ce genre avec un milliardaire dont je me passerai de citer son nom. Donc, il y a eu la manipulation de l'opinion. Mais donc vous jugez mauricienne. le reportage de BBC comme une manipulation qui n'est pas fondée en quelque sorte? Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas fondé. Mon problème, c'est la manipulation des faits et la façon dont la chose a été gérée. Monsieur Mais comment on parle de manipulation? Comment on peut parler comment on peut parler de manipulation quand on sait que El Hadj Hamidou Kassé est sorti pour dire effectivement il y a eu transaction? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu transaction. Bon, Je clair. répète Là, au et moins, je c'est précise. Je précise, le problème c'est à quel niveau. Il se trouve qu'on est en présence d'intérêts stratégiques. Il y a eu le management et la gestion de cette question depuis, disons, 1998 avec ce code-là qui a progressé et a été appliqué par les acteurs. Il y a eu plusieurs acteurs qui sont entrés dans le champ de l'action. D'accord? Je reconnais cela. La question que je pose, c'est la façon dont on a voulu reconstruire un phénomène Wade Karim bis à travers Macky Aliou bis. Non, je pense que M. Diop, oui. Je pense que il faut il faut pas être trop émotionnel dans notre analyse. Parce que je reste scientifique quand même. Oh, non, je sais que vous êtes scientifique. Non. Mais la manière d'expliquer. Parce que là, je sens une certaine paranoïa quand vous me dites que, par exemple, la BBC a diffusé ce documentaire en représailles. Écoutez, j'ai voté pour le président Macky Sall aux élections passées. Absolument. Je l'ai soutenu, j'ai fait campagne pour lui dans mon fief de Koupentoum. Et je l'ai soutenu parce que je pensais que pour la stabilité du Sénégal et que je ne voulais pas m'embarquer sur un changement qui était un tout petit peu aventurier à mon égard. Parce que les contours même du changement étaient très mal définis. Alors je pensais qu'il était préférable de maintenir le statu quo. Mais cependant, avoir voté pour le président Macky Sall ne me poussera pas à dire que ce sont les Britanniques qui sont en train de lui faire la peau parce qu'il a voté pour Diego Garcia. Absolument pas. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a une organisation sérieuse qui a amené des documents pour dire que les intérêts fondamentaux du Sénégal, des populations sénégalaises, ont été lésés. Et maintenant, moi, ce qui m'intéresse en tant que citoyen sénégalais, c'est pas Diego Garcia, ce n'est rien, mais c'est de savoir, comment ces intérêts ont été lésés et comment on doit faire maintenant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on doit faire comme action? Tu vois, je pense que c'est ça la question. Et en termes suivant son développement, en termes de géodiplomatie, en termes de géostratégie, ça c'est un autre volet, parce qu'ici on parle de ressources qui appartiennent au peuple sénégalais et conférées par la Constitution suite au référendum de 2016. Donc à votre niveau, pour parler aux Sénégalais afin qu'ils puissent mieux comprendre les véritables enjeux liés à nos ressources, aux ressources du Sénégal, pétrole,
pétrole, gaz, zircon, or, est-ce qu'en réalité, vous, lorsque vous analysez les faits, vous ne pouvez pas mieux expliciter la chose afin que les Sénégalais puissent comprendre et ne pas aller véritablement au-delà des faits. Parce qu'aller au-delà des faits, c'est sembler entrer dans une route où véritablement vous exposez plus le Sénégal en termes de géodiplomatie avec un pays qui est un partenaire financier et technique. Très bien. Je dis bien que par rapport aux faits qui sont posés, il y a, d'un point de vue des relations internationales, c'est sur ce volet-là que vous m'avez interpellé. Et à ce niveau-là, les acteurs en présence, c'était aussi autant bien le Sénégal naturellement, il y a le secteur privé et des acteurs du secteur privé sénégalais, il y a également l'île Maurice, il y a également l'Angleterre sur ces questions-là. Et il y a eu une logique de translation qui s'est déroulée entre ces différents acteurs. Mais ce qui est clair, là où nous devrions prendre la question dans sa globalité, c'est que la constitutionnalisation de nos ressources naturelles était déjà un grand pas en avant. Les changements qui se sont opérés pour l'adoption d'un nouveau code pétrolier étaient un deuxième pas significatif. Il fallait donc mettre en place ces dispositifs-là. Les dispositifs de management ont été mis en place. C'était au niveau, disons, du comité de l'ITE qui a permis la mise en place du comité d'orientation, disons, par rapport au gaz et au pétrole, donc en règle générale par rapport aux ressources naturelles. Donc il y a eu des progressions. Mais dans la marche de ces progressions-là, il y a un passif qui est là. C'est au niveau du passif à traiter. Vous voyez un peu? Maintenant, dans le traitement de ce passif, les acteurs internationaux regardent le Sénégal comme étant un point stratégique. Naturellement, le Sénégal va être un concurrent sérieux du Nigeria dans la zone CEDEAO. BPR est de marque. British Petroleum est de quelle marque? Disons. Oui. Non, je demande. Non, oui. C'est quelle marque? C'est une marque de quel pays, British? Mais c'est un pays anglophone. Elle est de marque anglaise. Oui. Oui. Pour reprendre l'expression. Je suis d'accord. Alors, une marque anglaise qui aujourd'hui a racheté les droits, les actions. Comment son pays peut véritablement se retourner contre une entité anglaise suivant votre développement? Disons, dans le schéma, vous savez qu'en termes de ressources, dans le positionnement au niveau des régions, donc lorsqu'on est dans la sous-région ouest-africaine, il y a une échelle, il y a des échelles. Hein, il y a l'échelonnement des pays selon leur position et leurs capacités économiques pour prendre des positions dans tel ou tel, en termes d'image, en termes de leadership. C'est de ce point de vue qu'on est naturellement dans une logique de rivalité. Ce n'est pas parce que, en fait, on est d'un point de vue technique, en prise ou en relation avec l'expertise ou les ressources financières pour exploiter en termes d'origine, qu'on n'est pas dans une logique de rivalité. Loin s'en faut. Je suis complètement désaccord avec avec votre thèse. Oui. Parce que quand vous regardez par exemple le Nigeria et le Sénégal, vous savez qu'en termes de PIB et en termes de population, en termes de ressources, le Sénégal n'est pas très proche d'être un challenge pour le Nigeria. Pas dans les 2 prochaines décennies de toute façon. Non, absolument pas. Et que quand l'île Maurice également fait partie aujourd'hui des dragons en Afrique. Mais tout à fait. Et que moi je pense que ce que vous dites, que c'est parce que l'anglophonie ne veut pas que le Sénégal puisse devancer ou être un challenge pour le Nigeria. Je pense qu'avant que le Sénégal ne soit un challenge pour le Nigeria, nous avons la Côte d'Ivoire qui doit être un challenge pour le Nigeria. Et nous allons dépasser le... Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il faudra comprendre quelque chose qui est vraiment clair. C'est qu'il y a actuellement une chose qui est là, c'est que là, il y a eu des allégations de corruption.
et des allégations de pots de vin et des allégations de malversation. Je pense que ce qui est important à ce stade-ci, c'est d'éclaircir maintenant ces allégations-là. Mais qu'est-ce que vous faites de toutes ces allégations, Ibrahima Diop? Par rapport à ces allégations, j'ai une proposition très claire. Je dis que la procédure via le procureur n'est pas la meilleure. Parce que il s'agit pas de faire recours à la justice en tant que telle, en tant qu'instrument, mais à une procédure de traitement des informations réelles selon les aspirations de nos concitoyens. C'est-à-dire? L'objectif, ce sera quoi? Très bien. L'objectif, c'est d'en arriver à, comme tu dirais, l'établissement de la vérité, des faits. Je dis bien par rapport à la situation. Quelles conséquences? Ça peut être extrêmement lourd comme conséquence. Lourde, Je dis bien, lourde mais pour c'est qui pour et cela contre que, qui? Si ça s'avère être vrai, comme vous le dites, parce que, des sanctions lourdes contre qui mais contre les acteurs qui seront épinglés par rapport à ça, tout le monde, et ça ne doit épargner personne. Seule la justice peut l'éclairer. Non, je dis bien, encore une fois, lorsqu'on est dans une situation où on peut en arriver à des conclusions fâcheuses, de renversement institutionnel, je dis bien de renversement institutionnel, il faudrait actionner ce que l'on pourrait appeler les leviers intangibles. Mais moi je comprends pas, parce que en fait, lorsqu'on tente de voir un peu les coupables, ou lorsqu'on essaie de voir l'éclatement de la vérité, c'est justement par rapport à la justice. Donc si vous dites que vous n'êtes pas d'accord par rapport à l'implication de la justice, ça pose quand même un peu problème. Mais quel acteur au niveau de quelle sphère? Parce que notre pays a des ressorts de traitement de tous les conflits. Ce sont les acteurs principalement religieux, qui traitent de tous les conflits et qui peuvent conduire à, d'une part, l'éclatement de la vérité et au traitement pacifique des conclusions de cette vérité. Donc autant nommer des religieux comme procureur, M. Taimia. Non, absolument. Et je vous dirais que moi-même, je suis issu d'une famille religieuse. Comme on dit en Wolof, je suis un domo Dara. J'étais dans le Dara avant d'aller à l'école occidentale. Mais je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes dans une république. Et que chaque entité a ses attributions. Et que je pense que ces religieux aujourd'hui sont de vrais régulateurs sociaux qui actuellement jouent un rôle très important dans la société sénégalaise. Mais quand même, ils ont leurs prérogatives. Et je pense que cette situation tombe carrément en dehors de ces prérogatives-là. Et que ce qui se pose actuellement, le Sénégal a beaucoup intérêt à tirer cette chose au clair, parce que sinon, ce sera la justice américaine ou la justice britannique qui va essayer de tirer cette affaire au clair, et ça va avoir des conséquences assez fâcheuses. Et M. Silla, vous me permettez... Dans ce cas, il confirme l'ingérence. Ok, non, vous me permettez de vous relancer, en fait, de vous permettez de relancer, parce que pour ne pas être véritablement des Don Quichotte qui passent toute leur journée à lutter contre des moulins à vent, est-ce qu'il ne faudrait pas être beaucoup plus cartésien, c'est-à-dire mettre la balle à terre et véritablement aller dans le sens de dire qu'il y a un problème qui a été soulevé, qui est mis sur la table, et tous les Sénégalais, qu'ils manifestent ou qui ne manifestent pas, pourraient être pour l'éclatement de la vérité de manière très simple en réalité, et que la justice puisse jouer son rôle dans ce sens-là, M. Silla. Je suis absolument d'accord. Je pense qu'ici, il faut être cartésien. C'est pour ça que je dis que cette situation tombe complètement en dehors des prérogatives de notre chefferie religieuse. Parce que nous avons la justice qui est équipée pour vraiment étudier des cas pareils, et je pense que la justice devrait le faire. Mais pour revenir à votre cas d'ingérence, vous savez, l'ingérence, elle a toujours été là. Depuis les années, depuis avant les indépendances. Donc nous ne pouvons pas tout le temps nous focaliser sur le fait qu'il y a des ingérences étrangères.
je pense que quand même nous sommes assez matures aujourd'hui en tant que peuple pour pouvoir quand même tenir compte de ces ingérences et naviguer maintenant autour de ces ingérences-là. Bon, les intérêts britanniques sont en jeu ici, les intérêts américains aussi sont en jeu, mais les intérêts sénégalais sont en jeu. Donc le fait que ces pays-là, comme vous le savez, pour qui connaît les États-Unis ou qui connaît la Grande-Bretagne, quand les intérêts d'une de leurs compagnies est en jeu, ils ne vont pas laisser passer. Peut-être que c'est nous les Africains, des fois, on a tendance à laisser tomber, mais les Occidentaux, en général, ils ont tendance à soutenir leur corporation jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Mais s'il y a commission rogatoire, est-ce que les chefs religieux vont se déplacer aux États-Unis ou en Angleterre? Je dis bien, mais si, attendez. Monsieur Mbow, il y a eu une expérience que le Sénégal a eu à vivre. Avec la crise de l'éducation des années 80, il y a eu la convocation des États généraux de l'éducation et de la formation. Effectivement. À l'époque, la contribution des religieux a été significative. Et depuis ce moment-là, j'ai commencé à voir autrement l'aspect religieux, parce que nous sommes en mesure de nous inventer des instruments de régulation. Et d'ailleurs, permanemment, nous faisons recours à ces instruments de régulation. M. Tchera l'a confirmé tout à l'heure. Effectivement. De ce point de vue, nous avons besoin d'une stabilité. Nous n'avons pas besoin de ressources exploitées qui fassent l'objet de conflits. Non, ça doit enrichir notre pays. Pas de malédiction. Comment? Je dis pas de malédiction. Pas de malédiction. De ce point de vue, je pense que nous devons recourir à ce que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise, chaque concitoyen fait appel à chaque moment lorsque la situation est critique à son niveau personnel. C'est important. C'est important. La rationalité du droit, du point de vue du droit positif, est une chose. J'admets. Mais c'est pas la fin de l'invention de tout ce qui est appareil de traitement de la question juridique. Ok, mais à ce niveau... C'est de ce point de vue que nous avons, Sénégal, une ressource stratégique. Le fait d'avoir des espaces de négociation, des espaces de concertation, avec une logique de véracité, telle que ce qui connaît nos chefs religieux, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou autres, ils sont tous des hommes de foi. Ils s'appuient sur la foi. Monsieur Sylla, j'ai un problème. Peut-être que je cerne mal. Excusez-moi, peut-être vous pouvez m'aider à mieux comprendre. Ce qui mais va avec faire le centralisme, vous conviendrez avec moi, attendez, est-ce que vous conviendrez avec moi, M. Diop, que le centralisme religieux a toujours été une réalité dans la gestion des affaires de l'État, bien même les indépendances. Les religieux, on les considère ici au Sénégal comme des institutions de régulation sociale. Au Congo, en République démocratique du Congo, la conférence nationale a été dirigée par un prêtre, par le clergé, partout ailleurs. Ça, on le sait. Mais ici, on parle de faits de corruption présumés où c'est beaucoup d'argent qui est en question. Dans l'affaire Khalifa Sall, on aurait pu mettre en lieu place de la justice des religieux pour gérer l'histoire. Dans l'affaire Karim Wade, pareil. Dans l'affaire Aïda Diongo, pareil. Dans l'affaire, on peut en citer pêle-mêle jusqu'au président Senghor. Mais ici, pour aller plus simple, afin que les Sénégalais puissent comprendre, est-ce que la justice ne devrait pas tout simplement jouer son rôle, M. Diop, quand on sait qu'il y a des plaintes au niveau de la Grande-Bretagne, au niveau des États-Unis, mais également au niveau de l'Australie, parce que Frank Timis étant lui-même australien. Ce sont les acteurs. Encore une fois, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que même l'Australie a des intérêts